Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis philosophe et j'ai accepté de parler ce soir dans la mesure où j'avais bien précisé que je n'étais nullement un spécialiste des questions du suicide, mais qu'en revanche, je m'intéressais de près, effectivement, aux thématiques de la vulnérabilité, de la précarité, de l'invisibilité sociale, en tant qu'elle touche et fragilise certaines formes de vie, puisque j'ai beaucoup travaillé et je continue de travailler sur ces questions-là. J'ai publié un texte qui s'appelle « Que faire de notre vulnérabilité » chez Bayard il y a quelque temps, qui je pense est à l'origine de cette invitation. Je ne vais donc pas parler à proprement parler du suicide, je vais parler en revanche de ce qui est au fond antérieur peut-être au passage à l'acte, ce qu'on appelle la vulnérabilité, même si ici ou là, bien sûr, je ferai des va-et-vient avec des questions qui touchent le suicide, les suicidés, ceux qui passent à l'acte. J'indique tout de suite que le problème de dénomination que nous avons, que nous sentons quand nous parlons du suicide, quand nous passons du suicide à la catégorie de suicidé, par exemple, montre bien qu'il y a là un enjeu de réflexion, un enjeu de vie qu'on ne peut pas, au fond, démêler facilement par le langage, tant il y a une part de mystère dans le passage à l'acte, et tant les catégories pour l'approcher, ce passage à l'acte, sont souvent, finalement, à côté de la plaque, à côté en tout cas de l'expérience proprement dite de celle ou de celui qui passe à un moment donné à l'acte. C'est pourquoi quand je parlerai de suicider dans mon texte, dans mon intervention, il s'agira dans mon esprit moins d'une catégorie que d'une sorte de personnage conceptuel que je vais momentanément faire surgir sous nos yeux, de manière à ce qu'on puisse un petit peu voir quelqu'un, sentir une vie, plutôt que la résumer dans une catégorie. Donc ça me semble être un point important. Deux éléments également pour introduire. Vous l'avez rappelé, 220 000 passages à l'acte. C'est-à-dire qu'au fond, chaque année, c'est une ville à peu près comme de la taille de Bordeaux qui, collectivement, entre guillemets, passe à l'acte. Donc il faut s'imaginer l'ampleur du phénomène. Il faut aussi le penser à l'intérieur de certaines conditions sociales et politiques. Je reviendrai en conclusion de mon intervention sur ce point. Mais souvent, nous avons trop tendance à penser le suicide comme un drame personnel, ce qu'il est évidemment, mais sans l'interroger aussi comme lié à un ensemble de situations sociales et professionnelles, politiques au sens large, par lesquelles l'acte du suicide est d'une certaine façon rendu possible. Donc je voudrais ce soir essayer de ramener le fait incompréhensible du suicide dans la gamme des options possibles pour une vie. Donc je dis sans détour, au fond, le suicide est une possibilité de vie. Une possibilité limite, mais c'est une possibilité, de telle sorte qu'il ne s'agit bien sûr pas de ramener cet incompréhensible du suicide à de l'explicable, mais il faut en revanche essayer d'entrer dans une compréhension en postulant que le fait du suicide, non seulement ne nous est pas étranger, mais ne peut pas et ne doit pas nous être étranger, pour des raisons qui tiennent à une compréhension élargie de la vie humaine, et dans laquelle nous sommes bien évidemment intimement concernés. Je voudrais donc par là défaire l'illusion qui consisterait à penser qu'il y a d'un côté la vulnérabilité des uns qui ne me regardent pas, et qu'il y a de l'autre côté l'invulnérabilité des autres, comme si au fond il y avait une fracture entre les vies, une fracture anthropologique, des vies sont fragiles, d'autres non, une fracture quasiment morale, certaines vies n'arrivent pas
à vivre de façon digne jusqu'au bout, et d'autres oui. Je voudrais remettre en question toutes ces fractures en pensant la vulnérabilité comme un commun de nos existences, comme la dimension commune à toutes les vies, y compris celles qui se disent soustraites à la vulnérabilité. Il s'agit donc bien de notre vulnérabilité et non de leur vulnérabilité. Et c'est bien à partir de cette commune vulnérabilité que nous pouvons, me semble-t-il, penser notamment cette forme dramatique d'aveu de vulnérabilité qu'est le suicide. Le suicide n'est donc pas un incompréhensible de la condition humaine, il en est l'extrême forme, il en est l'extrême manifestation. Il manifeste au fond ce qui se joue dans la vie humaine de plus vulnérable, c'est-à-dire de plus humain précisément. C'est cela que je voudrais montrer. Et je voudrais par là, effectivement, puisque vous nous avez invité à partir de cette journée mondiale qui porte sur la stigmatisation, je voudrais repartir de cette notion de stigmatisation pour essayer de la questionner. La stigmatisation du suicide, du suicidé, du vulnérable, nous devons d'emblée nous demander ce qu'elle implique au fond, ce qu'elle implique quant à celui ou à celle qui stigmatise, qui est prompte à stigmatiser. À l'origine, les stigmates désignent, vous le savez, la reproduction sur le corps des marques de souffrance qui sont ressenties par le Christ lors de la Passion. Traces des clous et de la couronne, plaies sur les côtés, flagellation. Le stigma désigne également dans l'Antiquité grecque, dans l'Antiquité gréco-romaine, une marque corporelle obtenue par tatouage ou brûlure. Elle est utilisée en particulier dans l'Antiquité comme un signe d'infamie afin de marquer les esclaves, les fugitifs, les criminels et autres déserteurs. Et cette stigmatisation dans le corps, elle sera d'une certaine façon à la base de tous les supplices des criminels jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'au moment où on commence à s'émouvoir de l'aspect inhumain du supplice, qui consiste à marquer dans le corps du criminel, par exemple, la marque qui vient du pouvoir royal. Donc, le stigmate désigne un marquage qui vaut comme, au fond, une forme de, justement, de dépréciation absolue de l'existence qui est stigmatisée. Stigmatiser quelqu'un revient alors, dans ce contexte gréco-romain élargi, à faire porter sur une vie un soupçon d'infamie par le marquage de son corps, afin de souligner justement une distance irréductible entre lui, celui qui est marqué, et nous qui ne le sommes pas. Tout se passe alors comme si le stigmate faisait ressortir à la surface de la peau l'intériorité cachée de la vie infâme du stigmatisé. Il était au fond inscrit dans le corps de ce sujet que cette vie était finalement illégitime. Le stigmate vient objectiver, en quelque sorte, l'illégitimité d'une vie à être vécue. La question est alors, si nous gardons en tête cet horizon culturel sur le stigmate, avec aussi sa résonance chrétienne, qui n'est pas du tout qui ne va pas du tout dans la même direction, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, mais la question est alors justement de se demander précisément pourquoi nous pensons les vies vulnérables, pourquoi nous sommes enclins à considérer, plus exactement, les vies vulnérables, notamment les vies des personnes qui passent à l'acte des suicidés, ou de celles et ceux qui ont tenté de le faire, comme des vies honteuses, potentiellement honteuses ou réellement honteuses, et finalement comme des vies frappées d'un soupçon d'illégitimité. Des vies vouées au bout du compte au faux, à l'erreur, au fourvoiement. Non seulement parce qu'elles se seraient fourvoyées par un acte final tragique, à la portée terrible pour tout l'entourage et pour elles-mêmes, mais aussi parce que tout dans cette vie aurait au fond conduit, selon une logique causale, qui je crois doit être questionnée, à ce désespoir de bout de route, à cette sortie sans retour. Pourtant, on peut faire remarquer à celui qui penserait que le suicidé, par exemple, est quelqu'un qui
au fond, un commis irréparable en allant dans le faux, en se fourvoyant, on pourrait faire remarquer qu'être dans le faux, on ne peut l'être que si l'on cherche le vrai. Paradoxalement, une vie qui est à ce point dans le faux ne peut exister dans le faux que parce qu'elle précisément a cherché une vérité qu'elle n'a pas trouvée. Par conséquent, la subjectivité de celui qu'on considère comme étant dans le faux, comme s'étant trompé sur toute la ligne, et en particulier dans son acte funeste, la subjectivité de celui-ci est alors, il faut au moins le reconnaître au départ, une subjectivité qui nécessairement était à la recherche d'une manière d'exister. Une subjectivité qui était à la recherche d'une consistance dans l'existence, d'une consistance d'être. Et ici, il faut donc souligner contre toute attente que les suicidés, ceux qui passent à l'acte, ne se sont fourvoyés que pour avoir recherché une vraie vie qu'ils n'ont pas trouvée. Et cette première remarque, du coup, on appelle une seconde. Qui sommes-nous de ce fait, nous, pour décréter qu'une vie est dans le faux? Il n'y a finalement rien compris, au point de se suicider ou de vouloir le faire ou de passer à l'acte. Sommes-nous donc assurés, nous-mêmes, de n'être jamais dans le faux à notre tour? Et cette certitude que nous avons, que nous aurions, d'être tout le temps dans le bon chemin, de ne jamais errer au point d'envisager cette option comme une option de vie finale, cette certitude ne serait-elle pas finalement une certitude d'invulnérabilité qui, je crois, doit être interrogée? D'où vient au fond cette certitude d'être invulnérable? Car, vous l'aurez compris, c'est bien à partir de cette confiance en soi, mais d'une confiance telle qu'elle implique un sentiment d'invulnérabilité, que j'en viens implicitement, ou des fois explicitement, à envisager la vulnérabilité de l'autre comme, au fond, quelque chose de honteux, quelque chose de biaisé, quelque chose de mauvais, dont, au fond, la forme démultipliée du suicide serait l'aveu dans le corps défendant du suicidé. Donc c'est cette relation entre invulnérabilité de ceux qui jugent les vulnérables et la vulnérabilité des autres que je voudrais interroger rapidement en repartant de l'étymologie même de la notion de vulnérabilité, d'invulnérabilité, qui désigne donc le sentiment ou la certitude de ne jamais connaître, en latin de vulnus, vulnérable, qui est donné donc la possibilité de la vulnus. La vulnérabilité, c'est la possibilité de la vulnus, c'est-à-dire la possibilité de la blessure. Et donc l'invulnérabilité, c'est littéralement le fait de se vivre comme certain de ne jamais pouvoir être blessé. De ne jamais pouvoir, non pas de ne jamais pouvoir être blessé. Par contraste, la vulnérabilité désigne la possibilité d'être blessé, la possibilité de la blessure. Être vulnérable, c'est pouvoir être blessé. Et il est certain que quand on s'avance dans une réflexion sur la blessure, sur ce qui fait qu'une vie est blessée, sur ce qui fait qu'une vie est exposée à la blessure, il est certain qu'il existe différentes expériences de blessure, qu'il nous faut comprendre comme des possibilités humaines. Je veux dire par là que nulle vie ne peut se dire soustraite à l'exposition à la blessure. Toute vie est donc en rapport avec la possibilité de la blessure. Et ceci implique, bien sûr, qu'il existe plusieurs possibilités d'être blessé. Il existe la possibilité d'être blessé physiquement par quelqu'un que je connais, de mon entourage, mais aussi par quelqu'un que je ne connais pas, et que je ne connaîtrai peut-être jamais, et auquel d'ailleurs je ne pourrai peut-être jamais répondre par le fait que je ne le connais pas. Après tout, lorsque je suis victime d'un accident de voiture, la personne qui me heurte est en règle générale n'est pas une personne que je connais. Je suis donc blessé par une vie que je ne connais pas. Et je suis donc exposé à la blessure, c'est-à-dire à un coup reçu par
quelqu'un qui, à l'extérieur, m'est littéralement inconnu. Ce qui montre déjà qu'une existence, elle n'a aucune autosuffisance. Elle n'a aucune autonomie de contour, puisqu'elle ne peut se développer que dans les limites de l'exposition à la blessure infligée par les autres. Le sentiment d'être, au fond, un individu, au sens étymologique du terme, d'ailleurs un indivisible, le sentiment d'être, au fond, quelqu'un qui existe par lui-même, doit aussitôt être nuancé si l'on réfléchit au fait que bien des éléments dans nos vies viennent nous affecter, pour le meilleur, heureusement, nous rendant peut-être plus joyeux, je reviendrai plus tard, mais aussi pour le pire des fois, en nous blessant des fois mortellement, ou alors en nous blessant durablement et en engendrant en nous un sentiment de tristesse, de panique, bref, toute une gamme d'affects qui font entrer le sujet dans une forme de mélancolie passagère ou durable. C'est la philosophe américaine Judith Butler qui, dans Vie précaire, un texte qu'elle a écrit à l'occasion des attentats des tours jumelles du 11 septembre, a écrit ceci: « L'une des choses, écrit-elle, qu'enseigne le fait d'être blessé, c'est qu'il y a d'autres personnes de par le monde dont ma vie dépend, alors même que ce sont des personnes que je ne connais pas et que je ne connaîtrai peut-être jamais. Cette dépendance fondamentale à l'égard de personnes anonymes ne peut être écartée. Nulle mesure de sécurité ne peut annuler cette dépendance. Nul acte souverain ne peut effacer cette réalité du monde, écrit-elle. Par conséquent, la blessure, on le voit, nous attache paradoxalement à des individus dont nous nous rendons dépendants, et cette dépendance, justement, peut s'inscrire dans le circuit, finit par s'inscrire dans le circuit des relations de notre existence. Elle peut aussi s'inscrire de manière plus tragique à l'égard d'autres sujets avec lesquels je n'ai rien à voir. Ce qu'il faut donc penser avec la vulnérabilité, c'est bien la fin de toute autosuffisance de l'existence. Nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes. Et cette absence d'autosuffisance nous précipite du même coup dans des situations qui peuvent être des situations de soutien pour son existence. Après tout, un enfant peut, heureusement, être soutenu par ses parents, par ceux qui s'occupent de lui, mais on voit très bien que, en étant en règle générale soutenu, il peut aussi manquer de ces soutiens. Et il peut alors il peut être exposé, au lieu de ces soutiens, à des formes de relations qui sont des formes de violence qui s'exercent sur lui. En quel cas, il entre dans une situation où il va devoir apprendre à se défendre, à se construire, à se développer à l'intérieur de circuits de violence dont il est malheureusement l'objet. Je veux dire par là que nous entrons dans des situations, nous sommes exposés du même coup à des situations de vulnérabilité qui peuvent être, bien sûr, des situations affectives, mais qui peuvent être également des situations sociales dans lesquelles, justement, au fond, nous pouvons à tout moment être blessés physiquement, de manière directe, mais aussi psychiquement, de manière, là aussi, directe, par l'injure, ou de manière indirecte, par la rumeur. Et il faut bien prendre en compte, à mon avis, ces styles de blessures psychiques différents que sont l'injure d'un côté, au sens catégoriel du terme, c'est-à-dire, au fond, l'insulte, qui consiste à nier l'existence de l'autre en présence de l'autre, et de l'autre côté, il faut, me semble-t-il, distinguer cette blessure psychique de type direct d'une blessure psychique engendrée par un style indirect qui peut participer, par exemple, du phénomène de la rumeur. On dit de lui que, et le on dit de lui et exerce des fois une violence psychique encore plus terrible que l'insulte directe qui se manifeste dans un face-à-face.
Autant donc de situations de vulnérabilité physique, psychique, qui montrent que le sujet n'est nullement autosuffisant et qu'il a besoin pour se développer de pouvoir justement trouver des formes de relations qui l'aident à se développer, des formes de soutien qui l'aident aussi à se développer. Et je soutiens dans mes textes notamment, mais aussi à l'occasion d'interventions comme celle que je fais ce soir devant d'autres publics, que le rôle des associations, notamment, est de construire ces filets de soutien, de relationnalité bienveillante par rapport justement au sujet dont s'occupe telle association de précaires, telle association de chômeurs, telle association comme la vôtre ce soir. Mais pour ce faire, encore faut-il bien comprendre qu'il n'y a donc pas la vulnérabilité des uns opposée à la vulnérabilité des autres. En réalité, l'expérience de la blessure, de cette exposition à la blessure, nous montre bien qu'il y va de notre vulnérabilité que d'être exposé à la possibilité de la blessure. Avec la blessure, nous pouvons aller plus loin, car il y a bien aussi, jusqu'à un certain point, la possibilité de répondre à la blessure, soit par un acte violent, je réplique à l'insulte par une autre insulte, soit en engageant une réponse dans laquelle je vais chercher à développer une capacité créatrice, existentielle, peut-être inédite. Avec la blessure, il y a la possibilité de répondre à la blessure, et le terme de vulnérabilité, d'ailleurs, l'indique. La vulnérabilité, c'est à la fois l'exposition à la blessure, mais c'est aussi être en capacité, vous avez le terme habilité à la fin de vulnérabilité, c'est être en capacité, en capacité presque, de pouvoir répondre au fait de la blessure. Sauf qu'il y a des formes justement de blessure qui sont tellement extrêmes que la capacité de répondre à la blessure disparaît avec le fait même d'être blessé. Il y a donc, en quelque sorte, des événements, des situations qui sont telles que non seulement ils blessent quelqu'un, mais qu'ils annulent aussi, en amplifiant encore le phénomène ici de la fragilité, la capacité de répondre à la blessure de cette vie. L'une des épreuves, justement, de la vulnérabilité, c'est que je peux être vulnérabilisé jusque dans la possibilité de répondre. Je ne suis jamais assuré de pouvoir répondre à la blessure que l'on m'inflige, ni de façon adéquate, ni même de façon complètement inappropriée. Je peux être à ce point blessé que ma possibilité de répondre devient, au fond, une chose tout simplement impossible. C'est par cette dimension qu'une vie vulnérable devient en plus, si vous acceptez ce raisonnement, une vie précaire. Vie précaire dans mon esprit, j'introduis ce terme de précaire que je n'ai pas encore dévoilé, vie précaire dans mon esprit désigne une vie qui est vulnérable, mais en plus une vie qui est fragilisée aussi dans ses capacités de répondre à la vulnérabilité. Alors il faut dire que stigmatiser la vulnérabilité revient inévitablement à mettre en cause quelque chose comme un sentiment commun de vulnérabilité. Je ne peux stigmatiser la vulnérabilité, je ne peux stigmatiser les vies vulnérables qu'à la condition que j'ai le sentiment, au fond, que cette vulnérabilité ne caractérise pas toutes les vies. Or, justement, nous avons montré que nous habitons un monde commun précisément parce que nous partageons cette expérience de la vulnérabilité. C'est donc bien depuis ce commun de la vulnérabilité que certaines vies peuvent être représentées comme des vies plus fragiles que d'autres. L'erreur serait de croire que la vie dite fragile emporte avec elle le fardeau de la vulnérabilité dont elle nous, du coup, décharge. Au contraire, c'est bien parce que je me reconnais comme vulnérable, et cette vulnérabilité peut aller jusqu'à mettre en cause ma propre vie, que je te reconnais comme vulnérable. Et que du coup, je reconnais ta vulnérabilité comme pouvant induire aussi la possibilité de mettre en cause ta propre vie
dans le suicide, par exemple. C'est cette expérience du commun de la vulnérabilité qui ne peut ressurgir que si nous cessons d'établir des frontières entre les uns et les autres, frontières qui peuvent être déclinées, malheureusement, de bien des façons. Car il y a, effectivement, si nous jouons le jeu de la frontière, l'invulnérabilité des uns face à la vulnérabilité des autres, qui peut prendre diverses formes. Les uns, ce seront les bien portants face aux autres qui seront les malades. Les uns, ce seront les travailleurs face aux autres qui sont les chômeurs. Et dans cette multiplicité de frontières que l'on construit, on peut encore rajouter, raffiner et recréer de nouvelles frontières. Par exemple, à l'intérieur du monde des uns, voire à l'intérieur du monde des autres. À l'intérieur du monde des uns, par exemple, chez les travailleurs, on dira les uns, ce sont les travailleurs intégrés, les autres, ce sont les travailleurs précaires. À l'intérieur du monde des autres, on dira les malades, les uns, ce sont les malades qui tiennent le coup, puis les autres, ce sont ceux qui n'y arrivent pas. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces déchets, entre guillemets, subjectifs? Vous voyez que les frontières, quand on commence à penser en termes de frontières, même si certains écrivent des éloges de la frontière, qui à mon avis doivent être authentiquement critiqués, vous voyez bien que quand on commence à établir des frontières, on n'en finit plus de rajouter des frontières. On ne cesse pas d'établir des frontières. La frontière appelle une autre frontière, qui va rappeler une autre frontière, qui va partager. Mais ce partage n'a rien de quelque chose de partageable. C'est le contraire d'un commun qui se joue là, puisque dans les frontières, il y va de délimitation, où il s'agit de créer en quelque sorte des niches écologiques, les niches des travailleurs intégrés, bien portants, etc., face à la niche des malades, des travailleurs malades, mal portants, etc., qui se sentent résignés et qui vont, un jour ou l'autre, aller se suicider sur leur lieu de travail, à France Télécom ou ailleurs. Vous voyez que dès qu'on crée des frontières, on est dans des registres, justement, de délimitation qui produisent quoi? Qui produisent ce que j'appelle une mauvaise altérité. Parce que je suis persuadé qu'il y a une bonne et une mauvaise altérité. La bonne altérité, c'est reconnaître le mystère de l'autre. C'est reconnaître la transcendance de l'autre. C'est reconnaître qu'autrui existe comme quelqu'un qui n'est pas moi, et qui est donc un mystère pour moi. Ce autrui, ça peut être d'ailleurs un individu, ça peut être un groupe de sujets, ça peut être une civilisation. Vous voyez bien qu'on peut décliner cet autrui-là. Il nous faut approcher l'altérité mystérieuse qui est en jeu dans l'autre. Mais il y a malheureusement par rapport à cette altérité-là, une mauvaise altérité entre guillemets, qui est le fait qui est celle qui est fabriquée par tous mes jugements par lesquels je me mets à éloigner certaines vies comme ne me concernant pas, par lesquels littéralement, je vais utiliser un néologisme un peu affreux, mais qui indique bien ce que je veux dire, par lesquels j'altérise des vies. C'est-à-dire que je les rends différentes. Je rends des vies dissemblables. Mais au sens, non pas où je reconnais en elles une part de mystère, au sens où justement je les éloigne de mon monde. Je ne veux rien avoir à faire avec ces vies. Donc je les littéralement débarque. C'est-à-dire que je les exclus de mon monde, c'est-à-dire je les situe à la périphérie, je les situe dans des zones, dans des lieux où je ne suis pas. Et de ce fait, cette altérité-là, pourquoi est-elle mauvaise? Parce que justement, elle ne repose sur rien. Elle ne repose que sur le jugement que je construis pour éloigner une vie. On peut se rendre compte très facilement de cette analyse en montrant comment des vies qui sont en apparence étrangères sont rendues étrangères par le fait que justement, je ne veux rien avoir à faire avec ces existences-là. Si je commence à appréhender la vie, entre guillemets, d'une personne étrangère par le fait que son enfant va dans la même classe que mon enfant, par le fait que nous habitons le même voisinage, etc., je commence à le faire entrer dans un monde qui est le monde de ma proximité immédiate, et je cesse de l'éloigner, je cesse de le débarquer. J'en fais un autre moi, et non un autre que moi. Et c'est justement en quelque sorte, c'est contre cette réflexion que les frontières viennent manifester un éloignement
à l'égard des vies rendues autres. Des vies, donc, je pourrais presque parodier Simone de Beauvoir qui disait « Je ne nais pas femme, on ne naît pas femme, on le devient ». On ne naît pas autre, on le devient. On le devient à force de jugement qui finit par vous éloigner comme des vies, finalement, d'emblée, n'ayant finalement aucun intérêt pour notre monde commun. Or, précisément, il faut se méfier, évidemment, de ces jugements qui sont légion concernant la vulnérabilité et qui sont légion aussi concernant la compréhension des passages à l'acte, des suicides, des suicidés. Pour le suicide, en effet, la tentation est grande de traiter celle ou celui qui s'est suicidé, ou qui a tenté de le faire, comme un être différent, comme un être ayant toujours été, au fond, différent. Mais il nous faut nous interroger quel est le sens de cette production de la différence. Qu'est-ce qui produit cette fausse différence? Assurément, cette différence n'est pas la reconnaissance d'un mystère de l'autre, de son incarnation dans quelqu'un. Elle est plutôt la mise à l'écart d'une vie comme ne nous concernant pas car réputée trop vulnérable. Au fond, je te l'avais bien dit, depuis qu'il est enfant, il ne cesse de pleurer, de s'isoler, etc. Ça devait en arriver là. Ce type de jugement qui consiste à reconstituer une causalité bidon, une causalité, il n'y a pas, toutes les causalités ne sont pas bidons, mais une causalité de pacotille. Ce type de jugement est en réalité sous-tendu par un impératif psychologique simple à comprendre, selon lequel la personne qui a affaire à la vulnérabilité de l'autre ne veut pas justement avoir affaire avec cette vulnérabilité et donc s'en protège par un jugement qui l'éloigne de cette vulnérabilité, en construisant la vulnérabilité de l'autre comme, au fond, une forme morbide, pathologique de l'existence. Contre de telles désignations et de telles stigmatisations, il faut bien avancer que la possibilité du suicide reste, malgré tout, je dirais, et je pèse les mots, reste, malgré tout, une possibilité normale de la vie. Si nous comprenons par là que se demander, comme le soulignait Camus au début du mythe de Sisyphe, si la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, est au fond la seule question qui vaille. Ceci signifie donc que toute affirmation péremptoire qui viendrait frapper d'illégitimité la vie du futur suicidé ou de la personne vulnérable, expliquant le suicide par une causalité précise cherchée dans le cours d'une vie, non seulement n'est pas satisfaisante, mais introduit nécessairement en plus des jugements moraux dont le caractère normatif, dont la violence, ne peut que rajouter à la violence de la vulnérabilité vécue par l'autre. En réalité, pas plus que nous savons ce que peut un corps, comme disait Spinoza au XVIIe siècle, nous ne savons ce que peut une vie. Bien plus, cet aveu d'ignorance est même, au fond, seul à même de nous introduire à une manière de vivre et d'en comprendre de l'intérieur les empêchements et les contradictions. Car il ne s'agit pas de consentir au suicide de l'autre. Il s'agit justement, ou il ne s'agit pas de consentir à l'éventuel passage à l'acte de l'autre. Il s'agit de comprendre en quoi une vie est empêchée. Pourquoi une vie est empêchée? Qu'est-ce qui fait qu'une vie est empêchée? Et cette enquête, car c'est une enquête, suppose de se mettre à distance, justement, de tous les jugements moraux de surplomb qui, au nom de la dignité humaine de la personne, au nom du respect que l'on doit à la vie, que chacun doit à son propre corps, finissent justement par nous éloigner de cette question, de cette petite question de comprendre pourquoi une vie est empêchée. Donc je proposerai ce soir, ce serait au fond mon idée majeure, qu'au lieu de produire des jugements qui en appellent, des jugements moralisants qui en appellent à la dignité de la vie, comme valant d'être vécu, au respect que l'on doit à la vie, je proposerai qu'on essaie de comprendre de l'intérieur pourquoi une vie, telle vie, est empêchée. Ce qui fait qu'elle est soumise à un régime de tristesse tel que, au bout du compte, un passage à l'acte est une éventualité possible pour une existence. Et ceci, du coup, mérite, je crois, de justement
d'être réfléchi dans toutes ses formes. C'est seulement en effet si nous pensons le suicide comme l'expression limite, et à ce titre compréhensible malgré tout, du dur métier de vivre, pour reprendre un titre de Pavese, que nous pouvons prendre soin de la fragilité, de la vulnérabilité, comme de quelque chose qui nous revient, avec lequel nous devons travailler, qu'il nous revient également de partager avec tous. Prendre soin des vulnérables plutôt que de les stigmatiser implique également que nous prenions soin de notre propre vulnérabilité. Ceci suppose 3 dimensions, de mon point de vue. Une pensée commune, tout d'abord, une pensée des contextes, et enfin une pensée du soin comme relation. Je détaille très rapidement ces 3 éléments. Une pensée commune, c'est-à-dire que nous devons, je l'ai dit, affirmer une commune vulnérabilité, là où nous sommes enclins à produire des frontières qui excluent. J'oppose donc commune vulnérabilité à exclusion, au sens où exclure signifie littéralement ne pas laisser entrer, ne pas admettre, refuser le droit de passage à quelqu'un, faisant de lui du même coup un sujet littéralement inadmissible. La vulnérabilité par contraste est, quand elle est partagée, ce qui rend une vie profondément admissible. C'est le premier point. Deuxième point, une pensée des contextes. Il s'agit de réfléchir en effet à la personne vulnérable, non pas comme un être, je l'ai dit, autosuffisant précisément, mais comme un être qui ne l'est pas, en soulignant qu'il existe des situations qui vulnérabilisent l'individu, et qui peuvent être d'ailleurs des situations qu'on peut distinguer comme des situations d'un côté d'injustice, et après tout, une vie est souvent empêchée par le fait qu'elle est affectée par de l'injustice sociale notamment, qu'elle est précarisée, placardisée, invisibilisée, au point d'être dépréciée, au point de ne plus vouloir être vécue, etc. Situation donc d'une clinique sociale. Il faut, de ce point de vue, ne pas s'empresser de refermer la possibilité du suicide sur le fait d'une personne, comme un fait psychologique, mais le comprendre aussi comme une exposition au monde social et à l'ensemble des injustices, des pathologies sociales qui se développent dans ce monde. Mais je dirais qu'il y a à côté de ces situations d'injustice, d'autres situations qu'on peut appeler des situations d'injustesse. Injustice, donc, au sens de la production d'une violence sociale. Injustesse, au sens où on dit ça, c'est pas tout à fait juste que ça nous arrive. Au sens où, justement, il n'est pas juste que quelque chose vous arrive. Au sens où la mort d'un proche, par exemple, ne peut pas être admise et risque de vous emporter dans une tristesse mortelle, dans une désolation tragique. Injustesse, donc, au sens où le ton par lequel on attend de la qualité d'une vie est tout simplement faussé, falsifié. Et on sent bien dans le vocabulaire que injustesse n'est pas injustice. Il y a des situations d'injustice et des situations d'injustesse, et je pense qu'il faut les distinguer en soulignant que les individus, parce qu'ils ne sont pas autosuffisants, parce qu'ils sont vulnérables, sont justement exposés à des contextes d'injustice et d'injustesse qui ne peuvent que produire la tristesse du sujet. Et cette tristesse, il faut la penser comme une possibilité vitale. Nous ne décidons pas d'être tristes. Il y va donc d'une vie que d'entrer dans la tristesse. Mais cette tristesse, il faut la penser jusqu'au bout comme un effet de la vulnérabilité, au sens où par la tristesse, nous finissons par être empêchés justement de vivre. Ce à quoi nous nous attendions nous est finalement enlevé par la tristesse. Nous n'avons pas notre part, celle que nous attendions. Nous sommes empêchés, et c'est dans cet empêchement que nous nous sentons diminués, et c'est dans cette diminution de soi que justement nous éprouvons la tristesse. C'est Spinoza, j'ai fait référence tout à l'heure, qui au XVIIe siècle expliquait que la tristesse est le passage d'une plus grande puissance d'être à une moins grande puissance d'être. Je suis triste chaque fois que, au fond, ma puissance d'être est diminuée.
Et cette diminution, elle peut avoir une cause extérieure, qu'elle soit de l'ordre de l'injustice sociale ou de l'injustesse, comme je les ai distingués. On sait qu'au paroxysme de cette tristesse, transformant la vulnérabilité en vulnérabilité mortelle, il y a la mélancolie, ce que d'ailleurs Spinoza avait identifié en son éthique lorsqu'il soulignait que la mélancolie est un affect général global, qui affecte, qui touche toutes les parties du corps et de l'esprit en même temps, au point que lorsqu'on est affecté par cette affection qu'est la mélancolie, il est difficile, voire impossible, de pouvoir justement en sortir. D'où d'ailleurs le mot, le seul mot d'ordre que Spinoza avait donné à son éthique, qui par ailleurs était écrit de manière géométrique, très savante, etc., où il disait qu'il fallait tout faire pour expellérer mélancolia, c'est-à-dire pour expulser la mélancolie. Parce que la mélancolie est justement un risque mortel. La mélancolie, c'est la tristesse, en quelque sorte, généralisée à toutes les parties du corps et de l'esprit, qui ne laisse du coup plus aucune alternative à la possibilité d'une lutte contre la mélancolie. De telle sorte que pour Spinoza, il était clair que le sens de l'éthique, d'une éthique, et vous voyez que je distingue bien ici éthique et morale, j'ai parlé tout à l'heure de jugements moraux très normatifs, le recours à la dignité, au respect, etc. Là, je parle plus modestement d'éthique, ethos, manière d'être, manière d'exister, au sens où l'éthique pour Spinoza, c'est justement, au fond, une attention aux manières d'exister. Quelles sont les bonnes manières d'exister, c'est-à-dire quelles sont les manières d'exister qui nous permettent d'être un peu moins tristes, qui nous permettent d'être un peu plus joyeux, au sens où la joie pour Spinoza, c'est justement l'augmentation de sa puissance d'être, le passage d'une puissance d'être moindre à une puissance d'être plus grande. Et Spinoza était le premier à reconnaître que nous sommes constamment affectés, trimballés, que nous oscillons en permanence entre des affects de tristesse et des affects de joie. De telle sorte que le cours d'une existence n'est absolument pas un long fleuve tranquille, c'est une espèce de tournoiement incessant qui tantôt nous fait nous sentir un peu plus joyeux, tantôt nous fait nous sentir un peu plus tristes. Et la grande question de Spinoza, c'était justement la suivante, c'est mais comment puis-je aller plutôt vers la joie que vers la tristesse? Et c'est là où, me semble-t-il, nous avons une réponse. C'est le troisième point par lequel je voudrais conclure. C'est la question du soin, qu'on peut appeler de plein de manières différentes aujourd'hui. Il y a tout un courant d'éthique féministe nord-américaine qui a développé ce qu'il a appelé les éthiques du care, du prendre soin, qui ont été introduites en France depuis pas mal d'années, avec des questions de genre très intéressantes. Et je remarque quand même que dans l'assistance sur les questions concernant le passage à l'acte ou le suicide, le public, c'est-à-dire vous êtes plutôt principalement de sexe féminin que masculin. Donc la question qu'il faudrait se poser, c'est où sont les hommes dans cette affaire? Qu'ont-ils donc de plus important à faire pour penser que ça ne les regarde pas? C'est vrai que souvent, le mâle guerrier se sent particulièrement invulnérable et donc ne se considère pas concerné par la vulnérabilité des autres, du moins dans une logique néolibérale qui est une logique en pleine amplification aujourd'hui. Donc en reprenant cette question du soin, et bien sûr en essayant aussi de la dégenrer au maximum, parce que c'est une affaire de tous, je dirais qu'il faut veiller à l'autre, prendre soin de l'autre, en contribuant à accroître sa joie plutôt que sa tristesse, en contribuant à diminuer sa tristesse. Et ici, j'établirai un parallèle entre joie et plasticité créatrice, entre joie et créativité, car il me semble que prendre soin de l'autre, c'est prendre soin de sa capacité à créer, prendre soin de sa capacité à inventer. Ce que l'on peut traduire dans le vocabulaire de la résilience, par exemple, qui est au service de la vie, mais pas de n'importe quelle forme de vie, d'une vie qui fait signe vers la création, mais que l'on peut aussi considérer comme une condition, justement, de l'existence. Bref, l'enjeu, et l'enjeu, me semble-t-il, aussi
d'une association qui prend soin des vulnérables, qui a à prendre soin des vulnérables. C'est aussi un enjeu d'éducation, c'est d'éduquer l'autre à l'augmentation de sa puissance d'être, ce qui est une autre manière de reposer, vous l'aurez compris, les problèmes de la puissance et de l'impuissance. Je conclurai en disant qu'il faut finalement dépersonnaliser la question du suicide, mais non plus à la manière de la sociologie de Durkheim, dont l'un des effets de son livre, d'ailleurs bordelais, Le suicide, puisqu'il a été écrit à Bordeaux, donnant naissance à la sociologie quasiment, fut précisément de présenter le suicide comme un phénomène impersonnel, comme un fait social total, restituant chaque année à la société son taux annuel et normal de suicider. Dépersonnaliser le suicide dans mon esprit ne veut pas dire le rendre impersonnel. Dépersonnaliser le suicide dans mon esprit signifie qu'il faut également le repolitiser. Et en particulier, il nous faut nous demander quelle signification politique nous accordons aujourd'hui, au sens large du terme politique, à ce que nous pouvons appeler aujourd'hui les passions tristes. Lesquelles passions tristes ne sont pas simplement engendrées par un individu dans son fort intérieur, parce qu'au fond, ça lui fait plaisir d'être triste. Lesquelles passions tristes sont engendrées aussi, et peut-être surtout, en raison des contextes de vie dans lesquels les personnes sont placées. Et envisager aujourd'hui que la politique doit retravailler à propos, contrer les passions tristes, c'est précisément, me semble-t-il, une tâche urgente également pour lutter, si ce n'est contre le fait du suicide, du moins contre sa stigmatisation. Je vous remercie.